Ok, bienvenue sur la chaîne, on est dans l'épisode 1 de la formation. Comment configurer et architecturer un projet de A à Z, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, ambiance très chill, installe-toi confortablement. Je fais le choix de te présenter la stack technique et l'architecture pour faire de toi un développeur complet. On va ensuite préparer et configurer le projet ensemble pour l'initialiser et être prêt à coder dès le prochain épisode. Alors je te rappelle que cette vidéo fait partie d'une formation complète. Si tu souhaites naviguer entre les différents chapitres, je te mets un lien en description, c'est le lien de la playlist. C'est hyper utile si tu as besoin de revenir en arrière ou suivre ton avancée, donc n'hésite pas à utiliser la playlist pour pouvoir avancer dans la formation. Allez, c'est parti, on commence dès maintenant avec la présentation et l'installation de NPM et Node.js. Alors, NPM pour Node Package Manager. C'est un outil très utile pour les devs en fait, qui travaillent avec Node.js. Il te permet de gérer des bibliothèques, en tout cas les bibliothèques de Node.js, de manière ultra simple et ultra efficace. Alors, c'est quoi un package ? Un package, c'est très simple. Les packages sont des ensembles de code qui vont être écrits par d'autres développeurs et qui seront mis à disposition gratuitement sur la plateforme NPM, celle sur laquelle on se trouve. Et ça pour que d'autres développeurs puissent justement les utiliser dans leur propre projet. En fait, ça te permet de gagner du temps et ça t'évite de réinventer la roue, disons, à chaque fois. Donc NPM permet aux développeurs d'installer ces packages sur leur propre ordinateur et de les utiliser dans leur code. En gros, imagine un slider, voilà, une équipe où un développeur va développer un slider avec toute une série de propriétés, etc. Quelque chose qui sera vraiment parfaitement réutilisable. Et à partir de là, toi, tu vas pouvoir installer cette librairie sur ton ordinateur et l'utiliser dans ton propre projet. Ok ? Donc en plus de ça, NPM va te permettre également de gérer tes dépendances de manière un petit peu automatisée. Ça signifie qu'il peut installer en fait toutes les bibliothèques dont ton projet a besoin sans que tu aies à les installer manuellement une par une. En résumé, NPM c'est un outil très utile pour les développeurs qui travaillent avec Node.js. Il permet de gérer les packages, les dépendances et de partager leur propre code. Alors j'ai évoqué Node.js, mais qu'est-ce que c'est ? Node.js, c'est une plateforme de développement open source. Elle te permet d'utiliser le langage de programmation JavaScript pour créer des applications, mais côté serveur. Node.js fonctionne en exécutant des scripts JavaScript, mais sur le serveur, plutôt que sur le navigateur de l'utilisateur. Pour utiliser Node.js, il est nécessaire de l'installer sur son PC, sur son ordinateur du moins, parce qu'il va te fournir un environnement d'exécution pour les programmes JavaScript. C'est la raison pour laquelle on doit l'installer si ce n'est pas déjà fait. L'installation de Node.js sur son ordinateur permet aux développeurs en fait de créer des applications web, des API, des applications en temps réel, même bien plus encore. En utilisant Node.js, les développeurs peuvent bénéficier d'un modèle de programmation qu'on appelle asynchrone. C'est un modèle de programmation qui n'est pas bloquant. Ça te permet de gérer de nombreuses connexions simultanées sans être ralenti. Alors, en général, l'installation de Node.js comprend également l'installation de NPM, celui qu'on vient de voir juste avant. C'est-à-dire que lorsque tu télécharges et que tu installes Node.js sur ton ordinateur, NPM sera également inclus dans le package d'installation. Ok, donc il suffit simplement pour toi de télécharger le logiciel et de l'installer sur ton ordinateur. Et puis, on se retrouve pour la suite, pour la présentation et l'installation de VS Code. Alors, VS Code pour Visual Studio Code. Donc, qu'est-ce que c'est ? VS Code, c'est un éditeur de code. C'est l'outil principal qui nous servira à créer notre application web. C'est ici qu'on va écrire nos lignes de code. En tout cas, tout se fait à partir de là. On n'a besoin de rien d'autre, entre guillemets. Si tu ne connais pas, c'est un outil qui te permettra d'écrire du code, de manipuler, installer, désinstaller des librairies et de gérer en fait ton architecture. Tu peux faire d'autres choses avec, mais c'est vraiment la principale nécessité. Avec l'éditeur de code, tu fais tout ton application. Donc VS Code, c'est un éditeur de code qui est facile à utiliser et qui possède de nombreuses fonctionnalités en fait. Il a des fonctionnalités intégrées, une large gamme d'extensions et de plugins gratuits qui peuvent être utilisés, combinés en fait pour améliorer ta productivité. Il est étroitement lié à des outils de développement de Microsoft. Il dispose aussi d'un outil de debugging intégré et il est étroitement intégré avec Git pour faciliter en fait la gestion du code source et la collaboration entre développeurs. Typiquement, tu as des plugins qui te permettent de faire du live coding qui est hyper efficace. Donc voilà. Ok, donc pour installer Visual Studio Code, rien de plus simple, tu te rends sur code.visualstudio.com, je te rappelle que je te mets tous les liens en description évidemment, télécharge et installe le logiciel, et puis on passe à la présentation et à l'utilisation de Figma dans le cadre de l'intégration pour un développeur. Alors, qu'est-ce que Figma et qu'est-ce que j'entends par l'utilisation dans le cadre de l'intégration ?
fait, Figma, c'est un outil de conception d'interface utilisateur, UI, et de conception d'expérience utilisateur, ce qu'on appelle aussi l'UX, basé sur le cloud. Ça te permet une meilleure collaboration qu'avec des outils comme Photoshop par exemple. Il est hyper apprécié des designers pour sa facilité d'utilisation, sa collaboration en temps réel et son approche en fait qui est centrée sur le design systématique. Ça te permet de concevoir des interfaces utilisateurs efficaces mais surtout cohérentes, avec notamment des éléments qui sont réutilisables et des normes de conception qui vont être communes. C'est justement ce qui peut accélérer en fait le processus de conception mais surtout en fait améliorer la qualité globale de l'expérience utilisateur. En fait, Figma a cette particularité justement d'avoir une approche qui nous est relativement familière, tu sais, à nous les développeurs. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle Figma en fait m'a vraiment séduit dès le départ. C'est une approche qui est mise en œuvre grâce à des fonctionnalités en fait comme des composants, des styles de texte, des couleurs partagées, etc. C'est ce qui permet de créer des éléments de design qui vont être réutilisables, qu'on appellerait nous en fait un design system dans notre application. Ça permet de maintenir une cohérence visuelle dans l'ensemble du projet. Ça, c'est crucial si tu veux passer sur un niveau pro. Autant pour un designer que pour un développeur d'ailleurs. Ça aide beaucoup à réduire en fait le temps de conception et à faciliter la collaboration justement en permettant aux membres de l'équipe de travailler sur une base de conception qui va être commune. Donc l'idée vraiment, tu sais, dans React, on utilise des composants réutilisables pour justement ne pas réinventer la roue à chaque fois et avoir des éléments qui ne sont pas totalement identiques. Donc on utilise des propriétés pour rendre en fait ton projet homogène. Bah, sache qu'en fait un designer a cette approche-là, en tout cas un designer pro a cette même approche. Il va créer justement des composants graphiques dans Figma pour que on puisse se servir de ces composants pour créer d'autres systèmes de vue. Je vais te montrer d'ailleurs ça dans la formation, en fait, on le verra plus en détail. Mais globalement, ce qui se passe, c'est qu'un développeur, quand il intègre une maquette, il faut qu'il ait la même logique de composants réutilisables, justement. Si on a une adéquation entre les développeurs et les designers, bah c'est forcément bénéfique pour le projet, ça va le rendre, il va y avoir un rendu beaucoup plus pro. En définitive, c'est exactement ce qu'on retrouve dans une application React, en fait, lorsqu'on crée des composants qui sont réutilisables et un design system. Figma peut s'utiliser en fait en ligne ou directement avec l'application, donc tu peux installer l'application sur ton setup directement, c'est plus sympa. Nous, on va pas réaliser le design de l'application, c'est quelque chose qui est déjà fait, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, laisse-moi un commentaire avec le hashtag on veut du Figma, comme ça au moins je te ferai une formation complète s'il y a une forte demande, mais globalement nous on va l'utiliser ici pour obtenir des informations, donc on va vraiment l'utiliser comme un développeur pour de l'intégration. Allez, on aborde le sujet principal de cette vidéo, React. Alors, qu'est-ce que React dans les grandes lignes? React, c'est une bibliothèque JavaScript open source qui a été développée par Facebook, à la base pour Facebook d'ailleurs. C'est une librairie qui va te permettre de construire des interfaces utilisateurs dites dynamiques pour les applications web. En ce qui concerne l'utilisation de React sur le marché, je vais te donner quelques arguments. Déjà, sa popularité. React, c'est très populaire auprès des développeurs front-end et des entreprises. C'est ce qui en fait justement l'une des bibliothèques JavaScript les plus utilisées sur le marché. Sa popularité est en partie due à sa facilité d'utilisation, sa flexibilité et surtout sa grande communauté de développeurs. En gros, travailler avec React, c'est l'assurance d'avoir des missions derrière. C'est très important. Un deuxième argument, sa réutilisabilité. En fait, React permet de créer des composants réutilisables. C'est ce qui te permet justement de réduire le temps de développement et de faciliter la maintenance des applications web. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a le plus séduit quand j'ai découvert React. Sa compatibilité avec d'autres technologies. React, en fait, peut être utilisé avec d'autres technos tels que Redux, GraphQL, Next.js, on va en parler juste après. C'est ça qui fait, ce qui en fait un bon choix flexible pour les projets, justement, la possibilité d'associer plusieurs technos, c'est vraiment quelque chose de pertinent pour moi et qui devrait intéresser tout le monde. Et puis enfin, un dernier argument, même s'il y en a plus, mais un dernier argument de poids, c'est ses performances en fait. React, il est conçu pour offrir de bonnes performances en termes de vitesse et de rendu, et c'est un facteur justement qui est important pour les applications web modernes d'aujourd'hui en fait. Donc en résumé, React, c'est une bibliothèque JavaScript qui est populaire, qui est flexible et qui permet de créer des interfaces utilisateurs dynamiques et réutilisables pour des applications web. Il est compatible avec d'autres technologies, il offre des bonnes performances et ce qui fait un choix populaire pour de nombreux projets web sur le marché actuel. Donc si tu suis cette formation, tu es probablement intéressé par cette techno. Je te propose donc de couvrir en fait tous les angles pour que tu sois capable de développer en autonomie dès la fin de cette formation.
Donc pour React, on va pas nécessairement installer ou télécharger des choses. Tu verras qu'on va démarrer un projet puisque tu as installé plutôt Node.js. Donc on va utiliser des lignes de script qui vont nous permettre justement de faire des installations, des packages pour pouvoir justement commencer à être dans une interface qui a été préconfigurée pour commencer à coder. Ok ? Eh bien écoute, on passe sans plus attendre à la présentation de Next.js pour essayer de comprendre aussi pourquoi on l'associe à Next.js. Alors, Next.js by Vercel, c'est un framework open source toujours. Il est basé en fait sur React. Donc ça, c'est déjà hyper important à comprendre. C'est pas quelque chose d'indépendant, c'est en fait une couche qu'on va apporter à React. Donc il fonctionne avec React. Next et React ne sont pas deux choses différentes. Okay, c'est une couche qu'on va apporter. En gros, pour que tu comprennes tout de suite qu'est-ce que Next.js, il va te permettre, en fait, il permet aux développeurs de créer des applications web côté client, mais aussi côté serveur. Dans le cadre du développement front-end, Next.js peut être utilisé pour améliorer les performances, déjà, pour commencer. En fait, Next, il est conçu pour améliorer les performances des applications web grâce à des fonctionnalités telles que le rendu côté serveur, donc ce qu'on appelle le SSR, le préchargement des pages et le regroupement des fichiers. Donc déjà, tu vas avoir une amélioration des performances. Il peut aussi être utilisé pour simplifier le développement. Et ça, c'est plutôt cool pour nous. Next va t'offrir des fonctionnalités pratiques telles que le routage automatique, le lien entre les pages, tu préfères, l'optimisation des images et la prise en charge native des styles CSS. Et ça simplifie en fait le processus de développement pour les développeurs front-end, mais vraiment de manière générale en fait. Il facilite aussi la gestion des données. Next offre des options de gestion des données telles que l'utilisation de requêtes côté serveur, encore une fois c'est le SSR, ou la récupération de données mais côté client. Cette fois-ci on va parler de CSR, qui permettent aux développeurs de gérer plus facilement les données dans leur application web. En gros, on va avoir la possibilité de récupérer des données avant d'afficher l'information sur ton navigateur, puisque quand on traite côté serveur, on traite directement sur le serveur, donc c'est sans le navigateur, donc c'est avant que le navigateur n'affiche ton projet web. Donc ça permet en fait d'aller récupérer des données et de les avoir instantanément lorsque ton navigateur déclenche le site web. C'est ce qui aussi va te permettre d'améliorer du coup les performances, le point numéro 1 que je t'exposais tout à l'heure. Il facilite aussi le déploiement. Next.js permet de déployer facilement des applications web en utilisant des services justement tels que Vercel. Il prend en charge la mise en production de manière transparente et ultra rapide. On ne l'utilisera pas puisque nous on va utiliser Firebase dans ce projet pour information, mais sache qu'il propose justement un service qui va être gratuit et limité, mais qui va avoir une version payante, version dans laquelle tu vas pouvoir justement faire ce qu'on appelle des versionnings, c'est-à-dire des déploiements sur des adresses bien distinctes, pour que tu puisses dissocier en fait un élément de staging par exemple, un élément de production, pour que tu puisses à la fois travailler sur le site, travailler avec ton équipe, voir des rendus, voir des résultats, sans nécessairement impacter le site de production qui lui est en ligne et tourne avec de vrais utilisateurs. Pour la petite info, c'est quelque chose que tu peux faire aussi avec Firebase. Mais c'est vrai que Next.js facilite énormément le déploiement avec Vercel, puisque Next.js a été créé par Vercel. Alors, en résumé, Next, c'est un framework open source qui est basé sur React. Il permet aux développeurs de créer des applications web qui vont être côté client et côté serveur. Il améliore les performances, il simplifie le développement, il facilite la gestion des données, il facilite le déploiement des applications web. Alors pas besoin de trop rentrer dans les détails, si tu as compris ça, tu as déjà compris pas mal de choses. Aujourd'hui, toutes les applis tournent sur ce type de framework, celui-ci ou d'autres, qu'il en existe d'autres. On évite de lancer en fait des apps purement appuyées sur React pour simplifier la tâche et améliorer des notions de SEO par exemple. Ok, donc on va utiliser Next en symbiose en fait de React. Donc si c'est bon pour toi, je vais te présenter la suite. On va parler un petit peu de Tailwind, framework CSS qui va justement nous permettre d'apporter du style dans notre projet. Alors Tailwind CSS, c'est une bibliothèque de style CSS open source toujours, qui est conçue pour faciliter la création d'interfaces utilisateurs personnalisées pour les applications web. Contrairement à d'autres bibliothèques CSS, Tailwind ne propose pas de composants en fait prêts à l'emploi, ou très peu. Il en propose, mais pas comme on l'entendrait. Il va plutôt en fait proposer une collection de classes CSS qui vont être réutilisables et qui peuvent être combinées pour en fait personnaliser les styles d'un site web. Je vais encore une fois te lister quelques avantages d'utilisation de Tailwind CSS pour que tu arrives à situer un petit peu les choses. Premier avantage, la personnalisation ultra rapide.
Tailwind CSS va te permettre de personnaliser rapidement les styles CSS d'un site web en combinant des classes réutilisables. Ça te permet d'économiser un temps fou de développement et ça t'évite d'avoir à écrire surtout des styles CSS personnalisés à partir de zéro, encore une fois. Tu vas utiliser quelque chose qui existe déjà et tu vas te servir des classes pour aller plus vite. Tu verras plus tard dans la formation que il y a vraiment un réel intérêt à s'en servir, d'autant plus que pareil, c'est une technologie de pointe qui monte ultra vite et qui est ultra recherchée. Donc encore une fois, quand tu es dans la maîtrise de ce genre de choses, tu fais la différence sur ton marché, c'est certain. Deuxième avantage, la conception qui va être centrée sur les classes. Tailwind CSS, en fait, il suit une approche qui est centrée sur les classes. Ça signifie que chaque classe correspond à un style spécifique. Ça facilite la compréhension du code CSS, si tu préfères. Les développeurs front-end vont se simplifier à l'utiliser car il y a plus, c'est plus facile de comprendre quelle classe correspond à quel style étant donné qu'il est directement injecté dans ton composant. Ça t'évite d'avoir à checker des styles CSS, etc. Ça va beaucoup plus vite. Il est surtout flexible. Tailwind CSS, il est conçu pour être flexible et personnalisable. Les développeurs peuvent ajouter en fait leur propre classe personnalisée pour étendre en fait la bibliothèque, mais surtout pour l'ajuster à des styles par défaut. Ça, je dirais que c'est un des critères qui est le moins négligeable en fait. Car beaucoup de librairies, et donc je peux citer par exemple Bootstrap ou Material UI pour en citer que deux, en fait ils sont extrêmement lourds à customiser. Si tu as déjà utilisé, si tu sais de quoi je parle, tu comprendras assez vite. C'est vraiment lourd à customiser en fait. C'est souvent très lourd en fait à surcharger le thème qui est prévu par défaut avec Tailwind, pas du tout. Et c'est ça qui en fait sa force. C'est que quand tu démarres un projet avec Tailwind, bah tu pars pas de rien en fait, tu as déjà des classes qui sont préconfigurées, mais toi tu vas très vite dans la personnalisation, donc t'as pas l'impression d'avoir un truc qui est bootstrappé en fait, t'as pas l'impression d'avoir un style qui ressemble à tout le monde. Donc du coup, quand tu abordes une maquette sur mesure, comme on va le faire nous dans ce projet-là, et bah du coup t'es bien en fait, parce que t'as pas besoin de tout surcharger pour essayer d'avoir déjà un truc qui se dégage de ce qui existe déjà. En fait, tu pars avec des classes qui sont basiques et c'est toi qui crées tes propres styles, c'est vraiment performant. Tailwind, il est aussi très efficace et ça sera le dernier point que je voudrais mettre en avant sur son utilisation, notamment sur la partie responsive, en fait, qui nous fait gagner un temps, mais également en précision. Donc ça te fait gagner énormément de temps et t'es vraiment ultra précis sur le responsive. Moi j'adore, vraiment j'apprécie énormément. En résumé, Tailwind CSS, c'est une bibliothèque CSS qui est personnalisable et centrée sur les classes. En gros, pour généraliser, il va te permettre d'éviter la rédaction de feuilles de style, mais cependant, il est évidemment primordial d'avoir une très bonne connaissance du CSS pour l'utiliser puisqu'il nous fait gagner du temps, mais pas des connaissances. Donc évidemment, il faut que tu aies les connaissances CSS pour pouvoir le manipuler, pour être à l'aise avec. Évidemment, CSS, c'est une techno plutôt bas niveau, donc j'imagine que tu as le level HTML, le level CSS pour au moins suivre cette formation. Le reste, tu peux partir de zéro, tu peux être débutant comme junior, il n'y a aucun problème, mais le HTML, le CSS, c'est vraiment la base pour suivre la formation. Ok, bah écoute, on va commencer à installer le projet. Donc on va déjà se rendre dans la documentation de Tailwind. Donc ici, Tailwind, on va aller dans la doc. Ici, on a des procédures d'installation. On a aussi des procédures concernant des frameworks. Donc c'est des guides d'installation en concernant donc plusieurs frameworks. Donc on voit qu'on a du React App, on voit qu'on a du Gatsby, on voit qu'on a du Next. Nous, on va plutôt s'orienter ici puisque c'est la stack technique. Donc l'installation, c'est vraiment easy. C'est vraiment des choses qui sont prévues d'être ultra simplifiées en général par les frameworks, etc. C'est simplement des lignes de commande à entrer. Donc c'est la raison pour laquelle on a installé Node.js, npm pour justement pouvoir exécuter des lignes de commande dans le terminal. On va donc tout de suite ouvrir VS Code puisque du coup tu l'as installé si ce n'était pas déjà fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir VS Code immédiatement et ensuite on va suivre la documentation. Ok, donc dans VS Code, on va se mettre ici, on va ouvrir un dossier, donc là pour l'instant on n'a rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre sur le bureau, on va faire un premier dossier, je vais l'appeler Coders Monkeys. Donc ça va être le fichier global de l'application. À l'intérieur, je vais créer plutôt un dossier qui va être le front, parce que du coup on aura deux dossiers, on aura aussi le back. Donc ici je vais faire un dossier front-end. Quoique non, je vais pas le faire tout de suite. On va simplement se mettre là et on va ouvrir ici plutôt. Ok, donc là on peut fermer ça. On va ouvrir ici le terminal, donc en cliquant sur ce petit bouton ici. On va se mettre un peu plus grand. On va se mettre dans le terminal. Et c'est ici qu'on va rentrer nos lignes de commande.
Donc on va retourner dans la doc. Ici il y a vraiment rien de très particulier. La seule petite distinction c'est qu'on voit qu'ici on va donc installer avec la base de create next app. On va donc ici installer Next.js et de la test en version latest, donc la dernière version disponible. Et puis ensuite ici il va y avoir le nom de notre projet qu'on va renommer. On va également installer TypeScript dans notre projet et ESLint. Donc c'est des choses qu'on va justement pouvoir travailler par la suite, donc c'est bien de les installer maintenant. Donc ici on va prendre cette ligne de commande, on va se mettre là. La seule petite distinction, donc comme je disais, c'est qu'en fait je vais simplement remplacer my project ici par front-end, parce que moi je voulais plutôt un dossier front-end. Donc je vais appuyer sur entrée. Je vais laisser... ah bah non, il va falloir répondre à quelques questions. Est-ce qu'on veut utiliser source? Oui, de toute façon c'est par défaut, ok. Non, on veut pas nécessairement avoir de dossier app. De toute façon par défaut c'est non aussi. Est-ce qu'on veut configurer les importations dynamiques? Oui, ça c'est hyper intéressant, donc ça on va le garder aussi. Donc en fait, il ne nous demandait pas si on le souhaitait, il nous demandait ce qu'on voulait mettre comme importation. Oui, il faut garder l'arrobase, c'est la convention. Donc on voit qu'ici on installe des dépendances, on voit qu'on installe React, React DOM, Next, TypeScript, ESLint et des fichiers de configuration. Donc le dossier front-end est en train de se créer ici. On a le dossier Node Module qui est en train de se créer. J'imagine qu'à ce niveau, tu as l'habitude d'utiliser ce genre de choses. Si t'as pas l'habitude, de toute façon, c'est pas grave. On va tout revoir au niveau de la formation au fur et à mesure. Donc laisse-toi juste guider pour l'instant. Ici, on va avoir un répertoire public dans lequel on va avoir des petites... bon, en général, les fichiers d'images, voilà, les choses comme ça. Des fichiers de configuration qu'on voit ici, le fichier de ressources à ce niveau-là, puis déjà les pages. Donc on voit déjà qu'on a une application Next qui tourne. Ok. Donc on va continuer de suivre. Ici la documentation nous demande de rentrer dans CD My Project, donc qui a changé pour moi. Ici c'est simple, en fait on se trouve dans le fichier Coders Monkeys, donc c'est le dossier que j'ai fait à l'initial. Nous on a un dossier front-end dans lequel on a du coup un code source, sauf que le terminal ici a été lancé sur Coders Monkey et pas sur front-end, donc en fait on va juste exécuter la commande cd pour rentrer en fait dans le fichier qu'il y a ici, et donc le nom qui a été défini en haut pour moi front-end, c'est celui qu'il va falloir qu'on rentre ici. Donc on fait un CD front-end et là on voit bien on travaille dans le dossier front-end. Donc ça c'est hyper important parce que si on continue d'installer des choses, on va les installer dans Coders Monkey et pas dans front-end. Or nous l'application se trouve ici dans front-end. Donc ça c'est le genre de petites choses qu'il faut faire attention. Ok, dans la deuxième étape en fait on va installer Tailwind et PostCSS avec autopréfixeur. Donc là on va pas besoin de rentrer trop dans les détails à ce niveau-là. On va juste finalement installer Tailwind. Je fais un petit clear. Donc là on colle la ligne de commande. On va laisser mouliner, donc ici on va commencer à installer vraiment Tailwind et ses dépendances. On va regarder un petit peu le package JSON, c'est le package qui contient en fait toutes les dépendances du projet. Donc ici on voit qu'on a installé ESLint pour l'instant, React DOM, TypeScript, on voit qu'on a des dépendances pour l'environnement de développement. Donc on a autopréfixeur, PostCSS, Tailwind CSS, ça c'est vraiment pour faire tourner Tailwind pour l'instant. Ici, on va simplement initialiser Tailwind. Donc ça va nous créer deux fichiers, le fichier PostCSS config, donc on a une configuration qui est là, et un fichier Tailwind CSS dans lequel justement on va pouvoir entrer des paramètres, des informations. D'ailleurs en étape 3, on lui demande du coup de rentrer cette information-là. Donc on va prendre ici, on a plusieurs choses, on va tout prendre et on va voir ce qu'on garde. Alors ici on va se mettre dans le tableau content comme il le demande. Donc ici en fait tout simplement il te propose de savoir à quel niveau tu veux, comment tu veux configurer ton projet. Est-ce que tu veux que les dépendances de Tailwind soient accessibles dans le fichier app, dans le dossier app pour le coup on n'en a pas, dans le dossier page, dans le dossier component, ou est-ce que tu veux que ce soit défini vraiment partout? Donc soit tu définis en fait dossier par dossier, extension par extension, donc ça sera uniquement disponible dans les fichiers JS, TS, JSX, TSX par exemple ici, ou alors tu le mets carrément dans tout suivi de source. Donc nous comme on va travailler dans source, c'est ce qu'on va garder, on va se mettre dans source et tout ce qui sera en JS, TS, JSX, TSX, ben ça va être disponible pour Tailwind, donc on va plutôt sélectionner cette ligne. Nous c'est tout ce qu'on va garder ici. Voilà, on va continuer, on va sauvegarder. Ensuite, il va falloir installer
la base, les componentes et les utilitaires de Tailwind. Donc pour ça, rien de très particulier, il faut simplement renseigner ce petit code au niveau du fichier global CSS. Donc là, on n'a pas vu encore l'architecture de l'application, on va voir qu'on va nettoyer l'application par la suite, donc on changera de toute façon la situation des choses. Pour l'instant, on va juste se mettre dans global, ici on a déjà des informations. Puisqu'en fait quand tu configures un projet avec Next.js, enfin quand tu configures un projet de toute façon de manière générale, tu as déjà des éléments en fait, hein. Ici on te fait pas reconstruire des choses qui sont pas nécessaires de reconstruire, donc tu as déjà une base d'application et on va se servir de cette base pour avancer, sachant que nous on va vraiment tout nettoyer quasiment. Ok, et ben écoute, on continue, donc là on a installé tout ça, on est bien, là il suffit simplement de démarrer le serveur pour voir un petit peu ce qui se passe dans notre installation. Bon, à ce stade, normalement, j'imagine que c'est des choses que tu connais un petit peu. Ici, on va juste exécuter npm run dev et ça nous permet d'ouvrir du coup localhost. Donc, c'est un port sur notre navigateur. Donc, en fait, on a démarré un serveur en local et ça nous permet en fait de builder, si tu veux, entre guillemets, le code JavaScript qui est ici pour qu'il soit interprété par ton navigateur. Nous, on va juste faire un contrôle-clic sur l'URL et donc voilà notre application. Donc tu vois qu'ici on a déjà configuré une application avec du style, une page, tu vois, une page d'accueil, des images, voilà, des choses. On a déjà préparé des choses en 30 secondes quoi, juste en écrivant des lignes de commande. Donc c'est vraiment hyper efficace. Le petit, non, je vais revenir ici puisque en fait la documentation s'arrête pas là. On va justement nous demander de rentrer une classe quelque part dans l'application pour essayer de voir si la jonction avec Tailwind a été faite. Donc ici par exemple c'est des classes qui sont bien vraiment définies de Tailwind. Donc on va simplement prendre ce nœud là, on va le mettre dans la page, je lui propose de le mettre dans la page index, je suis assez d'accord. Ça va être le plus simple pour nous. Donc on va se rediriger dans le dossier page et dans le dossier page on va avoir un index. Ici ça va être le header du document, donc on va pas y toucher. Ici j'ai quoi? J'ai la description, on va se mettre juste avant la description puisque c'est un H1. Pardon. Voilà. Alors c'est marrant parce que tu vois du coup Tailwind a interprété que dans le code généré par Next.js il n'y avait pas nécessairement de H1 et du coup il te demande de rajouter un H1. Je trouve que c'est assez rigolo l'approche qu'ils ont eu là de faire ça. Parce qu'effectivement le H1 manquait au corps du document. Donc ici tu vois, je vais utiliser une classe en rouge pour vraiment efficacement prouver que Tailwind fonctionne bien dans notre projet. L'idée c'est simplement de voir si notre installation s'est bien déroulée. C'est probable que des fois il puisse y avoir des petits problèmes d'installation. Il suffit que tu vois, tu sois pas dans le bon dossier, etc. Des fois ça peut faire des perturbations, que tu aies oublié par exemple de mettre les utilitaires ici dans la classe globale, tu vois, par exemple, typiquement, et donc du coup ça te crée des problèmes, donc là ça te permet de vérifier que tout est bon. Donc ici on a simplement rajouté un H1 dans le document, en rouge en l'occurrence, donc tout ça c'est des classes de Tailwind, donc ici ça démontre que le projet est bien associé avec Tailwind. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ici tu vois l'installation a été faite, ça nous a pris 5 minutes, c'est opérationnel, à partir de là on a une application et on sait qu'on va pouvoir construire avec. Alors on peut regarder rapidement l'architecture qui est proposée à l'initiale. Ici on va avoir un fichier next qui va en fait communiquer, c'est plus ou moins des choses qui sont buildées justement, c'est dans ce paquet là que ton navigateur va récupérer les informations, donc c'est plus ou moins ce qu'on met sur le serveur si on fait du SSR par exemple. On verra qu'il y a une autre façon de faire avec un rendu côté client, mais ici c'est un dossier dans lequel on va pas travailler en fait, on va de temps en temps le checker, pourquoi pas, pour voir un peu comment sont générées les choses, mais finalement ça c'est que la traduction de ton code qui a été compilé, d'accord? Ici le dossier node module, je pense que tu connais encore une fois, mais c'est à l'intérieur que vont être stockées toutes nos dépendances, donc toutes les dépendances du projet. Donc ici quand on est dans le package JSON, je te montrais tout à l'heure qu'on avait plusieurs dépendances, on va en installer par la suite. Toutes ces dépendances en fait sont stockées dans le dossier node module. Le dossier node module, c'est un dossier qui reste dans ton ordinateur en statique parce qu'en fait c'est un dossier qui va être buildé au moment du build de l'application. Donc c'est un fichier qui est relativement lourd avec pas mal de choses à l'intérieur. Nous on travaille pas directement dedans, c'est-à-dire qu'on va pas chercher des choses et on va pas mettre des choses à l'intérieur, c'est que des choses qui servent en local. Donc ça c'est vraiment deux dossiers qui nous intéressent pas, en tout cas dans le cadre du développement de l'application ici.
Ensuite, on va avoir le dossier public, là, qui est un petit peu plus intéressant pour nous, puisque déjà dans un projet Next.js, toutes les images doivent être comportées dans le public, pour qu'on puisse aller les chercher. Donc tu verras qu'on utilisera ça par la suite, mais public, c'est vraiment, voilà, juste les SVG, les images, ça peut être des audios, des vidéos, des choses comme ça, c'est du contenu comme ça. On voit qu'ici, par exemple, typiquement, il y a des SVG, voilà, des images, entre guillemets, et une icône, d'accord, l'icône qui va être ici, là, à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir le fichier source, donc on va rentrer dedans tout à l'heure, et puis du coup ici on va avoir des documents de configuration, donc typiquement on a le slint ici, on va avoir gitignore, donc qui va nous permettre, donc si on met ça sur un repository, qui va nous permettre d'ignorer certains éléments du projet pour ne pas envoyer sur Git, sur notre repo en tout cas, des dossiers qui sont pas nécessaires. Donc tu vois par exemple notre module, je disais tout à l'heure que ça fait partie des dépendances locales, c'est pas la peine de le pousser, donc voilà, le gitignore te permet de faire ce genre de choses. Voilà, c'est pour configurer ce que tu vas envoyer sur ton repository ou non. Voilà, on a des fichiers un petit peu de configuration qu'on verra tout au long de la formation, le package qu'on a déjà vu, donc qui nous permet de traiter les dépendances. Alors ça c'est quand même, je vais quand même faire une pause là-dessus de 2 secondes, c'est quand même assez important parce que à partir du moment où je sais pas moi à quel moment tu regardes cette vidéo, faut savoir que si tu la regardes dans l'année en cours de la formation, disons que tu n'auras pas de problème gravissime, donc tout devrait bien se passer pour toi. Par contre si tu la regardes avec un peu plus de délai, c'est possible en fait que certaines dépendances, notamment Next par exemple, mais React aussi, hein, de toute façon dans le développement les choses bougent très vite, c'est assez compliqué d'ailleurs pour nous de gérer tout ça. Ce qui se passe c'est qu'en fait tu vas avoir des problèmes de dépendance entre dépendances, donc tu vas avoir des conflits tout simplement, et tu vas avoir des choses qui vont changer, des choses qui seront plus disponibles, ou des choses qui vont être améliorées, qui vont être remplacées, etc. Et enfin, bref, tout ça va te créer des conflits au niveau de ton application, donc c'est très intéressant pour toi de travailler sur les versions actuelles. Donc si tu vois par exemple que typiquement tu as des problèmes, il vaut mieux que tu utilises le fichier package.json que je te mets en description de cette vidéo, voire même de toutes les vidéos parce que c'est un fichier important. Du coup ça te permet en fait de faire un npm install directement au niveau de ton dossier front-end avant de faire tout ce qu'on a fait, donc aucune configuration à faire au niveau de Tailwind. Simplement tu prends ton fichier package.json, tu le mets dans un dossier front-end, tu te mets au niveau de ta racine et dans ton fichier et t'exécutes simplement la commande npm install. Et lui, il va t'installer en fait le fichier node module avec toutes les dépendances, mais ce qui est important c'est qu'il va te les installer à la date à laquelle a été tournée cette vidéo, de manière à ce que toi tu puisses suivre la formation sans avoir aucun conflit. Donc si tu la regardes dans 4 ans par exemple, tu vas travailler sur les dépendances d'aujourd'hui, donc évidemment tout ce qui a été mis à jour, tu pourras pas l'utiliser, mais en même temps c'est des choses que j'utilise pas dans la formation puisque c'est le futur, d'accord? Donc si tu veux, pour éviter d'avoir des conflits, si tu regardes cette vidéo avec un peu de retard, il vaut mieux passer par ça, donc je te mets le lien en description avec le package. Moi je préfère que tu fasses ton installation une bonne fois pour toutes, et comme ça à partir de maintenant tu n'installes plus rien dans l'application. Moi je vais te montrer comment on installe les choses au fur et à mesure, ça te permettra de savoir comment on peut les mettre à jour, comment on peut installer d'autres choses, ça te permettra de comprendre le processus, mais toi ça sert à rien d'y faire si tu regardes la vidéo avec si tu regardes la vidéo au bout d'un an de tournage, tu vois, ça évitera que tu aies des conflits, comme ça tu pourras suivre la formation sans problème. Ici on a le post CSS qui va permettre en fait simplement, faut savoir que Tailwind, on va utiliser des classes de Tailwind et du coup ces classes là vont être reformatées en CSS, donc post CSS va permettre ça. Ici on a un readme qu'on va pouvoir même commencer à traiter. Ici c'est simplement quand tu fais un repo, tu peux afficher un fichier texte qui montre un petit peu le démarrage de l'application, comment on fait pour la démarrer, l'installer, les choses qui peuvent être intéressantes à savoir, par exemple des liens vers des documentations, des choses comme ça. Donc c'est le fichier qui explique un petit peu comment se passe l'application. Ensuite, on va avoir le fichier Tailwind config. C'est ici qu'on va configurer toutes les classes de Tailwind. Donc ça, je te montrerai par la suite. Ça sert à rien qu'on monte dessus pour l'instant. Et un dossier de TypeScript. Donc pareil, TypeScript qui va nous permettre justement d'avoir des configurations. Ici, par exemple, on voit le chemin relatif, etc. Donc nous on va regarder tout ça en détail tout au long de la formation. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer le projet et on va commencer déjà par créer notre architecture, c'est-à-dire commencer à disposer un petit peu nos dossiers pour que je puisse te montrer un petit peu comment on va travailler et surtout comment on va s'organiser pour que ce soit clair, propre et parfaitement lisible.
Allez, c'est parti. Alors, au niveau de l'architecture, donc déjà, on va commencer par CTRL-C, pardon. On va commencer par quitter le serveur. C'est pas la peine de le garder allumé ici. Donc, on va se rendre au niveau. Tiens, on va commencer par le dossier public. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par supprimer en fait des choses qui ne servent à rien. Donc ici, on va supprimer les 3 SVG qui sont là, puisqu'en fait, on va supprimer également le contenu par la suite. Donc c'est pas la peine de garder ça dans notre dossier public, c'est vraiment des éléments, comme je te l'ai montré tout à l'heure, de démonstration. Ici, on va simplement créer un dossier qu'on va appeler Asset. Dans ce dossier-là, en fait, on va mettre des images. Alors nous, on aura des images et des SVG, donc on va mettre images et SVG. On pourrait mettre autre chose. Pour le coup, nous, ça va pas nous intéresser. Donc, on va faire un dossier image, un dossier asset. Donc, pardon, oulala. D'un dossier SVG, excuse-moi. Voilà. Donc ici, on va avoir ces deux dossiers et donc tout ce qui va être image SVG sera géré dans le fichier asset au niveau de public. Et puis ensuite, on va rentrer donc dans source à ce niveau-là. Donc ici on a le dossier page qu'on va conserver. À l'intérieur on va simplement supprimer ce dossier d'API pour l'instant puisqu'on va pas l'utiliser comme ça. On a le point d'entrée de l'application, donc là c'est on travaillera dessus par la suite, hein. Ici c'est vraiment à ce niveau-là qu'on rentre, donc toutes les pages vont être construites à partir d'ici, donc ça c'est vraiment le point d'entrée. Ça c'est le dossier document qui va nous permettre, tu vois, d'avoir l'architecture de base et qui va renvoyer donc cette architecture au sein de toute l'application. Donc ici par exemple typiquement on va se mettre en français. Ici on a le head, donc on pourrait par exemple générer des balises de title, des choses comme ça à ce niveau-là. Bon, la seule particularité de ce document, c'est qu'il va être justement dispatché sur toutes les pages de l'application, puisqu'en fait il va créer une body, et puis du coup on va avoir main et le script de Next.js. Donc du coup si on décide de mettre des balises ici, ben toutes nos pages vont avoir les mêmes balises. Bon, c'est pas forcément le résultat qu'on voudra, donc on va juste laisser comme ça. Ce document est parfait pour l'instant. Au niveau de la page d'index, là clairement en fait on va rien garder si ce n'est que peut-être cette balise là pour l'instant. Ouais, on va faire ça comme ça. On va tout supprimer puisqu'on a besoin de rien ici. Nous on va tout recommencer de zéro. Ok, on va garder le nœud vide parce qu'ici on sait qu'on va déjà commencer à faire des essais par la suite, c'est certain. On va la garder ouverte parce qu'on n'a pas fini ici. Voilà pour les pages. Ici on a un dossier style. Le dossier style, ouais, on va le garder. Par contre, on va supprimer celui-là. Ça, c'était vraiment un fichier indépendant pour la homepage. Donc là, c'était plus un fichier global avec des règles globales. Ici, c'était plus concernant la page d'accueil. Donc le module, ça, on va le supprimer aussi. On n'a pas besoin. Dans le document global, on va garder uniquement ces trois lignes ici. Et puis, on repartira à partir de là. Donc le fichier style, bah, il va rester là. Donc le global CSS va rester au même endroit. Donc nous on avait ici ouais, celui-là il va dégager. L'image elle dégage. Attends, je suis juste en train de me dire mais où est-ce qu'il est, défini le global, mais je crois qu'en fait il est dans app. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est bon. Du coup, on change pas si tu veux la position du dossier style ni de global CSS. Donc au final on va le garder comme ça. Ouais, on va le garder comme ça ici. Pas de souci pour lui. Donc finalement, l'index, c'est juste ça. On va mettre le nom de l'application, par exemple. Ici, on va mettre Coders Monkeys, par exemple. Tu mets ce que tu veux. L'idée, c'est que tu fasses du coup aussi ton application de ton côté. Donc tu peux mettre vraiment ce que tu veux. Pour l'instant, on va mettre ça. Ok. La favicon, on va la garder. Ça, on n'a pas besoin par contre. Je me rends compte là, Next Font Google, ça dégage. On a juste le head ici, le composant head. Voilà, on se refait ça proprement. Comme ça, on a une page, voilà, comme ça. Alors, au niveau de l'architecture, on va créer plusieurs dossiers. Donc déjà, dans source, donc pour l'instant, on n'a que deux dossiers. On a page et style qu'on va conserver. Nous, on va mettre un dossier qui va s'appeler API.
Dans ce dossier, ça va être toutes les communications avec l'API. Tu sais, quand tu fais une architecture propre, il faut que tu arrives à exporter en fait la logique des vues, etc. Donc il faut vraiment arriver à dissocier l'ensemble de manière à ce que si tu changes par exemple d'API ou de système, etc. Faut que tu puisses faire tes changements facilement, c'est par rapport à la maintenance. Donc ça va être intéressant de l'utiliser ici dans ce projet-là. Donc on va le faire comme ça dans le dossier API. On va se faire un dossier qu'on va appeler config. Alors après, il y a des conventions, des conventions qui en plus de ça, si tu utilises des petits patterns dans VS Code, te permettent d'avoir un affichage des fichiers. Des fois que ça permet aussi enfin ça t'aide si tu vas les retrouver. Donc du coup, faut pas hésiter à le faire. Dans la config, en gros, on va placer des fichiers de configuration. Typiquement, je pense par exemple là tout de suite à Firebase. On va avoir une configuration à faire, donc on le mettra à ce niveau-là. On va se faire un dossier contexte dans lequel on va pouvoir mettre tous les contextes de l'application. Si tu en sais pas plus, tu verras au fur et à mesure quand on en sera là. Pour l'instant, on va pas s'énerver. Ici, on va créer aussi un dossier hooks, donc ça va être tous nos crochets, on va les mettre ici, donc toutes les fonctions qui nous permettront d'aller faire des choses, on les mettra à ce niveau-là. On aura un dossier lib aussi, un lib dans lequel on va pouvoir mettre des librairies si on a besoin de comparer des chaînes de caractères, etc. On fera d'abord des librairies, c'est beaucoup plus propre, ça nous permettra de, si par exemple on a besoin de changer un texte, qui est conditionné dans notre application, ça nous permettra de le modifier qu'à un seul et même endroit. Donc c'est plutôt une bonne chose, une bonne pratique de faire ça aussi. On aura le dossier page, le style. On va se faire un dossier type. Donc pareil, quand on fait du TypeScript, tu verras encore une fois par la suite, mais on va avoir besoin de créer en fait des interfaces, de typer en gros les éléments qu'on va recevoir pour qu'on puisse travailler avec. On va tous les stocker à ce niveau-là, ça sera toujours plus propre. Ensuite, on va se faire un petit dossier utile. Donc ça, c'est vraiment le dossier boîte à outils. Voilà comme ça. C'est par exemple, tu fais une fonction, je sais pas, moi, tu as besoin de ressortir l'âge d'un utilisateur. Tu fais une fonction qui accepte en paramètre des informations pour pouvoir te retourner un âge. Typiquement, tu la mets ici et du coup, tu la récupères à chaque fois que tu en as besoin dans ton projet. C'est la petite boîte à outils. Donc tu construis des fonctions qui vont te permettre de faire des choses. C'est ici qu'on va le stocker. Et puis ensuite, nous on va surtout s'intéresser à ça, en tout cas pour le début de la formation, puisque du coup on va tout de suite rentrer dans le design system. Donc ça va être lui ça va être tout ce qui va être composant, design system et module. Donc pareil, pour l'instant on se tracasse pas avec ça, on monte juste l'architecture, et puis tu comprendras par la suite pourquoi on fait les choses comme ça et pourquoi on les regroupe. Tu verras que c'est beaucoup plus propre. En tout cas, à mon sens, c'est ma façon de travailler, parce que c'est vrai qu'il existe beaucoup d'architectures, beaucoup de façons de faire. Moi, c'est la mienne. Donc, dans le dossier UI, on va créer plutôt un dossier qu'on va appeler component. Là, par contre, faut pas que j'oublie la moitié des mots, mais component, j'ai oublié la moitié des lettres. Component, on peut le mettre au pluriel. Ok, un dossier component, on retourne dans l'UI, parce que sinon on va le créer dans composant, là, visiblement. Voilà. Ici, on va créer un dossier design. Design system, ok. Et puis on va créer un autre dossier qui seront les modules. On va prendre le fichier readme pour terminer. On va supprimer tout ça parce que ça c'est le readme du projet de Next.js. Donc ici tu peux tout supprimer. Je te montrerai d'ailleurs comment il se lit. Ici on va simplement mettre le nom de l'application, pareil, histoire de nettoyer un petit peu tout ça. Ok, c'est déjà pas mal. On a déjà fait une première configuration. Donc on a énormément parlé de la stack front depuis le début de cette vidéo. Mais qu'en est-il du back de notre application? C'est là que je te présente Firebase. Firebase, c'est une plateforme de développement d'applications mobiles et web proposée par Google. Elle offre en fait une variété de services cloud tels que l'hébergement de fichiers, l'authentification des utilisateurs, la base de données en temps réel, donc le SQL, la messagerie en temps réel, les notifications push, les analyses et bien d'autres encore. Donc quelques avantages sur l'utilisation de Firebase. Déjà, principalement, sa facilité d'utilisation. Firebase, c'est très facile à utiliser pour les développeurs. Il ne nécessite pas de configuration complexe. Il suffit de créer un compte Firebase, de configurer les services qu'on souhaite utiliser et de les intégrer à l'application au compte-gouttes. C'est vraiment topissime.
La doc en plus est extrêmement bien faite, elle est super bien réalisée, donc c'est vraiment facile de l'aborder. Sa rapidité de développement aussi. Firebase en fait permet de développer rapidement des applications mobiles et web grâce à ses nombreux services cloud qui sont déjà prêts à l'emploi en fait. Tu peux utiliser des grosses parties de ton code si tu prends le temps sérieusement de nommer et d'isoler les choses. C'est ce qu'on fera ensemble d'ailleurs dans cette formation puisque c'est une bonne pratique, mais le fait est que quand tu as bien travaillé sur la structure des choses, tu peux réutiliser tes blocs de code entier dans d'autres applications sans avoir à les recréer de A à Z. Ça n'a strictement aucun intérêt, donc tu gagnes vraiment du temps. Un troisième avantage aussi, c'est ses fonctionnalités avancées. Firebase propose de nombreuses fonctionnalités avancées telles que la messagerie en temps réel, la base de données en temps réel qui permettent en fait de créer des applications qui sont réactives mais surtout en temps réel. C'est hyper intéressant d'utiliser justement des choses pour que le contenu soit modifié automatiquement au fur et à mesure qu'il se passe quelque chose. Typiquement, tu as un utilisateur qui s'inscrit, si tu fais une liste de tes utilisateurs, Firebase va te proposer justement des outils qui vont reload directement ton état pour te donner l'information qui a évolué, puisqu'en fait on va travailler avec ce qu'on appelle des écouteurs. Un autre point à ne pas négliger, c'est la sécurité. En fait, Firebase va t'offrir une sécurité renforcée pour les données des utilisateurs et la communication entre l'application et le serveur de Firebase, grâce à son système justement d'authentification qui lui est géré directement par Firebase. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis en cinquième point, mais on pourrait en citer plus, c'est l'évolutivité. Firebase, en fait, c'est une plateforme cloud qui évolue et qui permet en fait de s'adapter facilement aux besoins de ton application. C'est vraiment ultra intéressant puisque tu n'es pas obligé d'utiliser tous les services mais plutôt d'en ajouter brique après brique au fur et à mesure. Firebase te permet d'ailleurs aussi de créer tes propres endpoints sans avoir à gérer en fait le back-end toi-même. C'est ça qui est intéressant. Tu crées des fonctions en Node.js et elles seront exécutées par ton serveur en fait. Et toi tu les utilises directement sur le front. En gros, en résumé, maîtriser Firebase, ça te rend pas nécessairement full stack, mais ça te permet en fait de tendre vers cet objectif. Ça t'offre aussi notamment la possibilité de créer une application moderne avec des fonctionnalités très avancées qui dépassent concrètement de simples compétences front-end. Dans notre cas, elle va nous permettre justement d'être full autonome. Pas besoin de développeur back-end en fait, si tu préfères. Ici, on va pouvoir faire un travail de back-end sur le front. C'est grâce justement à Firebase, à l'utilisation de ce qu'on appelle un serverless. Alors on utilisera Firebase au fur et à mesure de la formation, on ne va pas nécessairement l'installer maintenant, mais c'est vraiment le cœur de notre back-end. C'est ici qu'on va justement utiliser notre base de données et on va ajouter justement des extensions, etc. Il faut savoir que le service est entièrement gratuit, encore une fois, il est limité, mais il y a une gratuité qui te permet vraiment de faire des choses extrêmes. Il va falloir nécessairement, à un moment donné, il va falloir mettre ta carte de crédit. Ça, c'est hyper important si tu as envie d'utiliser le service, puisqu'en fait, ils vont te proposer certains services qui seront... tu seras obligé d'avoir un compte où il y a une carte de crédit qui est liée. Cependant, tu ne paieras rien. Tu vas pouvoir utiliser le service, c'est vraiment sa force, jusqu'à que ton projet soit demandé. Donc, tu vas pouvoir le mettre en ligne, en production, etc. Tout ça gratuitement, utiliser des services gratuitement. Tant que tu n'auras pas une forte utilisation de ton service, tu ne payeras rien, puisqu'en fait, avec Firebase, tu payes en fonction de ce que tu dépenses. Donc c'est vraiment ultra intéressant pour les développeurs, parce que ça te permet de mettre des projets en place. Et puis généralement, un projet, quand il est monétisé, dès lors que tu commences à avoir de la visite et à payer, tu as déjà ta monétisation qui est mise en place. Donc finalement, c'est assez naturel et c'est plutôt bien fait. Donc on va l'utiliser, mais on va l'utiliser de manière gratuite. Mais prends note dès maintenant que pour une certaine partie de la formation, il faudra avoir disposé d'une carte de crédit sur ton compte Firebase pour pouvoir utiliser certains services, notamment la possibilité justement de créer des fonctions à distance pour qu'on puisse les utiliser sur le front. Mais c'est pas non plus ultra nécessaire. Prends juste note de l'information. Ok, maintenant que je t'ai présenté Firebase, j'aimerais te parler aussi un petit peu de TypeScript. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ultra barbare ? TypeScript, c'est un langage de programmation open source. Alors, encore de l'open source. Et oui, d'où la gratuité d'ailleurs de ce qui semble être mon excellente formation sur React, puisque le développement, en fait, c'est du partage et de la contribution. Déjà, TypeScript, il faut savoir qu'on vient de l'installer avec Tailwind CSS. TypeScript, lui, il est basé sur JavaScript. Il a été créé pour améliorer la qualité et la maintenabilité des applications JavaScript qui sont complexes. Il améliore la qualité de ton code si tu es frileux.
Il faut pas t'en faire, c'est le genre de techno dont tu ne peux plus te séparer en fait une fois que tu l'as apprivoisé. Alors fais-moi confiance, il permet en fait aux devs d'écrire du code JavaScript de manière plus sûre et plus structurée. C'est surtout des choses en fait qui ne sont pas disponibles dans JavaScript, dans le JavaScript standard. TypeScript, c'est quelque chose qui peut être utilisé à l'extérieur de React. Ici, on est vraiment sur une couche qu'on va encore apporter à notre application pour sécuriser tout simplement. Donc, ça sert à rien de s'inquiéter sur le nom barbare. Si tu ne connais pas TypeScript, n'aie pas peur, c'est quelque chose qu'on va utiliser au fur et à mesure. Tu vas comprendre l'intérêt de l'utiliser et à quel moment il nous aide dans notre projet, dans notre développement. D'accord ? C'est une bonne pratique aujourd'hui de l'utiliser. Encore une fois, si tu commences à être à l'aise avec ce type de choses, tu ne seras pas étonné de le voir dans certains projets que tu vas pouvoir rencontrer dans un milieu professionnel. Mais en plus de ça, encore une fois, c'est une pierre en plus sur ton CV. Donc cette formation, je te dis qu'elle est complète. Oui, vraiment, c'est une formation qui est complète, qui va te permettre d'avoir vraiment des super bases pour progresser et démarcher des entreprises. Donc nous, on va progresser avec petit à petit. On va pas apprendre toutes les notions une par une pour que ça devienne complètement barbant. C'est pas du tout ce qu'on va faire. On va juste progresser avec petit à petit. L'idée, c'est simplement en fait d'apporter une corde à ton arc sans même que tu t'en rendes compte en fait. D'accord ? Ok, j'espère que tu as appris pas mal de choses dans cette vidéo. Alors j'imagine que tu connaissais déjà certaines choses, certains points, mais c'est toujours intéressant d'avoir une piqûre de rappel. D'autant que je fais le choix de te présenter la stack technique pour faire de toi justement un développeur complet. L'idée, c'est que tu puisses aussi expliquer à quelqu'un pourquoi tu as choisi telle et telle technologie, à quel niveau elle est bénéfique, etc. L'idée, c'est qu'on progresse ensemble, vraiment. Évidemment, tu es libre de faire tes propres choix puisque toute la stack technique qui a été définie dans cette formation est remplaçable. Je pense par exemple à Firebase qui pourrait être remplacé par AWS, React qui pourrait être remplacé par Vue, Next.js qui pourrait être je sais pas, remplacé par Gatsby par exemple, Tailwind CSS qui pourrait être remplacé par Bootstrap, Material UI. Tu le vois ici, tout est remplaçable, il suffit simplement de partir sur quelque chose. Moi je te donne une stack pour démarrer. Si tu la connais, tant mieux. Si tu la connais pas, tant mieux aussi, puisque tu vas apprendre à l'appréhender. Mais sache que tu pourras faire d'autres choix, tu pourras ensuite développer d'autres choses. Sachant qu'évidemment, atterrir sur une nouvelle stack sera d'autant plus facile si tu as déjà des bonnes connaissances sur une première. Donc si c'est pour toi, c'est assez nouveau, c'est intéressant de découvrir celle-là. Si par contre, tu as envie d'aller plus loin, il suffit simplement que tu fasses un petit peu de veille technologique et que tu ailles sur d'autres technos pour grandir un petit peu et évoluer. De toute façon, l'objectif pour toi à ce stade, c'est coder. Coder, 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 c'est en codant que tu vas grimper et pas autrement. Alors tu as maintenant un premier aperçu de la qualité de cette formation, j'espère que tu es toujours hypé. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Laisse-moi également un petit like et un commentaire pour que je puisse avoir un retour sur ton niveau de satisfaction. Laisse-moi également un petit like et un commentaire pour que je puisse avoir le retour de ce que tu en penses. N'hésite pas à rejoindre le Slack pour poser des questions, te dépanner s'il y a le moindre problème. Ne reste pas tout seul, il y a un Slack, le lien est en description. Allez, c'est tout pour moi, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je te propose de suivre directement le prochain épisode. À bientôt, ciao!